Bien. Si vous avez encore un peu de courage, avant d'aller manger, on va parler un peu des migraines et de ce que les aliments peuvent faire sur les migraines. Alors, juste pour vous dire de quoi on parle, quand on parle de migraine, on ne parle pas de n'importe quel mal de tête. La migraine, c'est un mal de tête bien particulier, une maladie neurologique, en fait la plus fréquente de maladies neurologiques. Donc parmi tous les maux de tête qu'on appelle céphalées en termes médicaux, la migraine est un des modèles que vous voyez là, mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres dont je ne dirai que quelques mots tout à l'heure. Lorsqu'un médecin ou lorsqu'un patient est confronté à un mal de tête, il y a une question fondamentale qui se pose chez tout le monde, à la fois chez le médecin et chez le patient. Est-ce que j'ai une tumeur cérébrale? Ça, c'est ce qui fait peur. Il faut donc distinguer surtout entre ce qu'on appelle les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Les céphalées primaires, dont fait partie la migraine, sont des maladies où le mal de tête constitue la maladie. Elles ne sont pas causées par quelque chose d'autre. Elles se suffisent à elles-mêmes en quelque sorte. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le système nerveux central, qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on peut enregistrer par certains examens, mais il n'y a pas rien d'autre qui l'explique. Contrairement, et ça dans la consultation générale, à la fois chez le généraliste et chez le neurologue, c'est la majorité des céphalées, ce sont les céphalées primaires, 90% comme vous le voyez. Les autres, en jaune, ce sont les céphalées secondaires. Alors là, c'est celles qu'il faut absolument exclure, même chez quelqu'un qui a un mal de tête qui ressemble à une migraine, parce qu'elles peuvent mimer les céphalées primaires. Elles peuvent mimer à la fois les migraines, c'est assez fréquent, elles miment souvent les céphalées qu'on appelle de tension, qui ne sont pas dues à la tension artérielle, plutôt à la tension nerveuse, et elles peuvent mimer même ce qu'on appelle les algies vasculaires de la face, ou le cluster headache. Et là, vous voyez, il y a la tumeur cérébrale, mais il y a beaucoup d'autres maladies. La classification internationale des céphalées comprend 185 pages. Il y a énormément de maladies infectieuses, inflammatoires, métaboliques, endocriniennes qui peuvent produire des céphalées. Et là, évidemment, si on fait le diagnostic, on peut éventuellement supprimer la cause et guérir le patient de son mal de tête, ce qui n'est pas à l'heure actuelle possible dans les céphalées primaires, parce que la prédisposition, notamment pour la migraine, comme vous allez le voir, on ne sait pas l'enlever à l'heure actuelle. Alors, quand on parle de migraine, on parle, comme je l'ai dit, d'un mal de tête particulier, qui se caractérise par quoi? Bien, c'est un mal de tête qui se reconnaît assez facilement. C'est qui? Vous connaissez? C'est qui celle-là? Ça s'appelle comment? Ben, Sa Majesté. Hein? Sa Majesté. Donc, notre reine Mathilde, eh bien, elle se reconnaît dans le bus, vous la reconnaîtrez quand même, non? Ben oui. La migraine aussi, à condition qu'elle soit caractéristique. Qu'est-ce que c'est une migraine? Ben, c'est un mal de tête qui n'est pas quotidien. C'est un mal de tête qui dure un nombre limité d'heures. Les limites fixées dans la classification internationale, c'est entre 4 et 72 heures. Alors, c'est un mal de tête qui a deux au moins de ces caractéristiques-ci. C'est quoi? Ben, il est, mais pas chez tout le monde, dans 50% des cas, localisé d'un côté de la tête. C'est de là que vient le nom migraine. La douleur est pulsatile, battante ou lancinante. Elle n'est pas continue. La douleur est au moins modérée ou sévère, c'est-à-dire que ça réduit les capacités de travail ou de performance au travail ou dans les loisirs du patient qu'il a, du sujet qu'il a. Et le mal de tête est aggravé par une activité physique même modérée, monter les escaliers, se pencher en avant, porter quelque chose de lourd. Il faut en avoir deux de ces quatre-là. Il ne faut pas avoir tout de toutes ces caractéristiques. Mais la migraine, ce n'est pas seulement le mal de tête. La migraine s'accompagne d'autres choses, d'un état général altéré, un malaise qui souvent se traduit par des nausées et parfois des vomissements, et qui se traduit aussi par une hypersensibilité aux stimulations extérieures, surtout la lumière et le son, et aussi les odeurs chez certains migraineux. Ils ne supportent pas la lumière, et le migraineux, lorsqu'il a une crise intense, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire dans sa chambre, il ferme les rideaux, il se couche dans son lit, il ne bouge plus.
Et finalement, l'examen neurologique est normal. Ça, c'est très important par rapport aux autres céphalées où parfois l'examen neurologique n'est pas normal. Un migraineux qui n'a pas un examen neurologique normal, eh bien, il est suspect de ne pas avoir une migraine, mais une maladie secondaire, une céphalée secondaire. À côté de ça, vous avez en fait la céphalée de tension que tous ici nous pouvons avoir et que nous avons vraisemblablement déjà eu à l'une ou l'autre reprise. C'est celle que vous avez quand vous étudiez trop longtemps à votre bureau, dans une position de travail, ou bien quand vous conduisez trop longtemps votre voiture, ou bien quand vous êtes un peu stressé. Ça s'appelle la céphalée de tension. Alors elle est tout à fait non caractéristique, vous ne reconnaissez personne, peut-être l'artiste que vous le reconnaissez, Arcimboldo, mais ça ne représente aucune personne connue. Et la céphalée de tension, en fait, se caractérise par des signes négatifs, par opposition à la migraine. Elle peut durer n'importe quel temps, ça va de quelques dizaines de minutes à plusieurs jours, la céphalée de tension. Elle peut être bilatérale, elle est souvent bilatérale. Elle est généralement moins intense. Elle n'est pas accompagnée de troubles digestifs et de sensoriphobie. Elle n'est pas aggravée par l'activité physique, etc. Quelqu'un qui a une céphalée de tension peut aller jouer au football, faire son vélo ou aller au fitness. Quelqu'un qui a une migraine, non. Quand vous avez une vraie migraine, là, vous n'allez pas faire votre fitness, vous ne saurez pas, parce que votre mal de tête est fortement aggravé. Donc ça, c'est la caractéristique. Maintenant, si vous répondez, ceci est le résumé, ce qu'on appelle l'ID migraine, si vous répondez oui à ces trois questions-là, vous avez 90%, je ne dirais pas de chance, de malchance d'être migraineux. Alors la première, avez-vous eu des céphalées qui vous ont empêché de travailler ou de faire un loisir au moins une fois dans les 3 derniers mois? Levez la main. Ah, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bon, deuxième question. Avez-vous eu des nausées ou éventuellement des vomissements? C'est les mêmes, hein? Est-ce que la lumière vous a gêné plus que d'habitude? Eh oui. Eh bien, ceux qui ont répondu oui, eh bien, ils sont des migraineux, avec peu de risque d'erreur. La sensibilité est de 90%, la spécificité de ces trois questions est de 75%. Maintenant, ça, c'est la migraine la plus commune, ça. C'est celle qui commence par le mal de tête. En tout cas, c'est le premier symptôme évident. Je vais vous montrer après que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Mais il y a une forme de migraine, et peut-être que certains dans la salle l'ont eu déjà aussi, qui commence par ça. Ça, c'est un trouble de la vue, tout à fait typique de la migraine, ce qu'on appelle le scotome scintillant. C'est une tache foncée ou grise qui apparaît dans la vue, qui s'élargit progressivement et qui est entourée, quand c'est tout à fait typique, de petites scintillations lumineuses. Et ça peut durer entre 15 minutes jusqu'à une demi-heure ou 45 minutes. Si vous avez ça avant le mal de tête ou même au début du mal de tête, pendant le mal de tête, vous avez ce qu'on appelle la migraine avec aura. C'est ce qu'on appelait avant la migraine ophtalmique. Et la migraine avec aura, c'est 20% des personnes qui ont ça, à peu près 20 à 30% des migraineux, pas des personnes, des migraineux qui ont cette forme de migraine-là. Et il faut le savoir, il faut le dire au médecin si vous allez le voir, parce que le traitement n'est pas tout à fait le même que pour l'autre forme de migraine, qui est la plus fréquente. Et en plus, cette migraine-là a une implication majeure pour la vie des migraineux. C'est que c'est chez les femmes jeunes le risque le plus fréquent qui augmente, le facteur le plus fréquent qui augmente le risque de faire une thrombose cérébrale, bien plus que l'hypertension, le diabète ou le cholestérol. Chez les femmes jeunes, entre 25 et 45 ans. Et si la femme jeune prend une pilule qui contient des œstrogènes et qu'elle a la migraine avec aura, le risque est multiplié par 8. Et donc, c'est la directive qui a été donnée par le ministère de la Santé publique aux gynécologues. Lorsque vous avez cette forme de migraine-là, retenez-le, mesdames, dans l'auditoire, si vous avez des troubles visuels avec votre crise de migraine, vous ne pouvez pas prendre une pilule qui contient des œstrogènes parce que vous augmentez trop le risque. Entre parenthèses, si en plus vous fumez, vous multipliez le risque par 24. Donc là, il faut choisir entre la pilule et la cigarette.
Alors, il y a différentes formes de migraine avec aura. Je vais vous la passer, je vais avancer un petit peu. Alors, les céphalées sont fréquentes. C'est la première raison de consultation chez les neurologues et c'est la deuxième raison de consultation chez le médecin généraliste. Donc, et dans les céphalées, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres formes de céphalo. Alors, quelle est la prévalence dans la population générale? Je vais vous montrer une étude qui a été faite au Danemark il y a quelques années déjà, dans la population générale, hein, pas dans une consultation de médecin. Dans la population générale, on a posé des questions. Alors, au Danemark, comme vous le voyez, 72% de personnes dans la population signalent comme première cause de céphalée la gueule de bois. La deuxième cause la plus fréquente, c'est la céphalée de tension. C'est celle que je vous ai dit que tout le monde peut avoir. Et puis vous avez d'autres raisons. La fièvre provoque souvent des maux de tête, ce ne sont pas des migraines, et puis la migraine. Évidemment, le fait que la gueule de bois soit la cause la plus fréquente au Danemark, c'est spécifique au Danemark, c'est dû à la mauvaise qualité de la bière danoise, ce n'est pas du tout le cas en Belgique. Bien. Alors, en Belgique et à Liège plus particulièrement, dans la province de Liège, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on le sait depuis qu'on a fait cette étude avec l'école de santé publique à Liège, qui est récente, qui a été publiée l'année passée en fait, où on a inséré des questions, un questionnaire basé sur les 3 questions que vous avez vues tout à l'heure, dans cette vaste enquête sur les facteurs de risque cardiovasculaire dans la population générale. Eh bien, vous voyez, et je dois dire que c'était un peu une surprise, que la prévalence à 1 an, donc ça veut dire les personnes qui, dans la dernière année, ont présenté au moins une crise de migraine typique, eh bien, chez les femmes, c'est 33,9% de femmes. Les hommes, 17,9%, et le total, c'est 25,8%. Et vous voyez que nous avions un taux très élevé de patients qui rapportaient des troubles de la vue. Le problème, c'est que quand sur un questionnaire, on demande si vous avez des troubles de la vue, beaucoup de gens confondent ce que je vous ai montré, le scotome scintillant, avec simplement une intolérance à la lumière. Et donc, c'est vraisemblablement un petit peu surévalué, ce chiffre-là, mais ce chiffre-là ne l'est pas parce que cette échelle est validée, le questionnaire est validé, et comme vous le voyez déjà, vous l'avez vu, il y a une différence entre les hommes et les femmes, on le sait depuis longtemps. Il y a 3 fois ou 4 fois plus de femmes qui sont atteintes par la migraine que les hommes, et ça c'est dû aux oestrogènes. Et vous voyez aussi qu'il y a une différence avec l'âge. Hein, vous voyez les tranches d'âge ici, eh bien la migraine est la plus prévalente entre 20 ans et 49 ans. Par la suite, elle diminue en prévalence, pour une raison d'ailleurs qu'on ne connaît pas très bien. Évidemment, chez la femme, il y a l'absence d'œstrogènes qui arrive avec la ménopause, mais il n'y a qu'une femme sur 3 qui a une disparition de la migraine après la ménopause. Donc, il y a un effet du sexe et il y a un effet de l'âge. Mais vous voyez aussi que même à 50 ans ou à 60 ans, il y a des personnes qui gardent leur migraine. Alors, à quoi est due la migraine? Eh bien, la migraine est une maladie avec une prédisposition génétique. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas curable. Et cette prédisposition génétique, ce n'est pas un seul gène, sauf pour quelques formes rares de migraine qu'on appelle la migraine hémiplégique. C'est un peu une prédisposition génétique comme on trouve dans d'autres maladies, comme par exemple l'hypertension artérielle, comme par exemple l'asthme, comme par exemple la schizophrénie ou la dépression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul gène qui est responsable de la maladie, mais un ensemble de particularités dans notre génome ou dans votre génome qui fait que vous allez faire des crises de migraine ou pas. Donc le patrimoine, le génome, le patrimoine génétique que vous avez va déterminer un seuil migraineux que vous voyez là. Et ce seuil migraineux n'est pas stable, il fluctue au fil du temps. Si vous êtes chanceux et que vous avez de bons gènes, ben vous êtes en dessous du seuil et vous ne faites pas de crise de migraine. Mais si vous êtes près du seuil et que pour une raison, ou si vous êtes sur le seuil, bien sûr, vous allez faire une crise de migraine. Vous allez faire des crises de migraine. Et si vous êtes très au-dessus du seuil, bien vous allez faire beaucoup de crises de migraine. Vous allez être un migraineux sévère. Maintenant, si vous êtes en dessous du seuil et que pour une raison X, le seuil s'abaisse, et le seuil s'abaisse notamment parce qu'on prend des hormones œstrogéniques, j'en ai parlé tout à l'heure. Le seuil s'abaisse aussi parce qu'on a
une accumulation de stress. Le seuil peut s'abaisser pour beaucoup de raisons, et je vais y revenir tout à l'heure. Eh bien, là, vous allez faire des crises de migraine alors qu'avant, vous n'en faisiez pas. Un des facteurs déclenchants les plus fréquents chez la jeune fille de crise de migraine, chez une fille qui a une prédisposition génétique, donc il faut qu'elle ait un seuil qui est quand même relativement bas, c'est la prise d'une pilule qu'on appelle la Diane 35, qui est le plus grand fournisseur de migraines chez les jeunes filles. Parce que pourquoi est-ce qu'on leur prescrit cette pilule-là? Parce que c'est une pilule qui agit sur l'acné, qui diminue l'acné. Or, les jeunes filles, près de la puberté, ou quand elles vont être pubères, souvent peuvent avoir de l'acné. Donc, on leur prescrit la Diane 35 et boum, la migraine commence. Et ça ne veut pas dire qu'elle disparaît quand elle arrête la Diane 35. C'est juste le facteur externe qu'un médecin vous a prescrit qui va entraîner, qui va révéler la maladie. Et là, c'est parti. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, nous, les médecins, chez les migraineux, c'est d'essayer d'augmenter le seuil. Et là, il y a plusieurs traitements, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Il y a des traitements médicamenteux, il y a des traitements non médicamenteux que vous voyez là. Et le but, c'est essayer d'augmenter le seuil et de gagner ce patient-là pour qu'il n'ait pas plus de crise, de rendre heureux celui-là aussi. Mais celui-là, s'il est fortement affecté, s'il a un patrimoine génétique particulièrement mauvais, eh bien, il peut résister à tous les traitements médicamenteux et autres qu'on va lui donner. Alors les gènes, qu'est-ce qu'ils font? On connaît au moins 14 sites génétiques sur notre génome pour le moment qui sont fortement associés à la migraine. Donc il y en a déjà 14 et ça augmente, tous les ans on en trouve d'autres. Qu'est-ce qu'ils font ces gènes-là? On sait plus ou moins ce qu'ils font. On sait qu'ils influencent le fonctionnement neuronal et l'excitabilité neuronale. On sait aussi qu'ils influencent le métabolisme. On sait aussi qu'ils influencent, certains d'entre eux, les récepteurs aux hormones œstrogéniques. Et on sait de certains qu'ils influencent l'inflammation. La douleur de la migraine est en fait due à une inflammation stérile dans les méninges. C'est de là que vient la douleur de la migraine. Et il y a bien sûr des influences sur les gènes de facteurs qui viennent de l'extérieur, je n'ai pas le temps d'y arriver. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du migraineux entre les crises? Qu'est-ce qui caractérise le cerveau de ceux qui ont levé la main du cerveau de votre voisine ou de votre voisin qui n'a pas levé la main tout à l'heure pour les 3 questions? Bien, c'est que vous avez un cerveau différent. Et d'une certaine façon, vous avez un cerveau meilleur parce qu'il fonctionne plus. C'est un cerveau qui, lorsqu'il est stimulé, réagit trop fort. En tout cas, ne sait pas se détourner du stimulus. Un migraineux, il va regarder encore le 35e avion qui lui vole sur la tête, alors que quelqu'un de normal, après le 3e avion, vous ne le regardez plus. Ça ne vous intéresse plus, ça n'intéresse plus votre cerveau. Ce n'est pas le cas chez les migraineux. Donc, ils ont un cerveau qui fonctionne trop. Mais malheureusement, en même temps, malheureusement, pour des raisons vraisemblablement génétiques, ils ont un cerveau qui contient moins de réserves d'énergie. Les cellules, comme vous le savez, fonctionnent avec l'ATP, qui est fabriqué dans les mitochondries avec de l'oxygène et du glucose. Eh bien, cet ATP est diminué de 20% presque chez les migraineux dans le cerveau entre les crises. Donc, les migraineux, ceux qui ont levé le doigt, vous avez un gros moteur et un petit réservoir de carburant. Et donc, c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait logique à la limite que les facteurs environnementaux, votre style de vie, y compris votre alimentation, vont influencer la survenue des crises de migraine et vont influencer le seuil migraineux. Alors, le voici le seuil migraineux. Alors, d'une part, on a des facteurs déclencheurs ou déclenchants, si vous voulez, qui sont à droite, et d'autre part, vous avez des facteurs aggravants. C'est quoi la différence? Et parfois, les deux se confondent. Il y a des produits qui peuvent faire les deux. Je vais parler des œstrogènes notamment. Les facteurs déclenchants, c'est ceux qui déclenchent une crise. Vous avez le facteur qui intervient et dans les heures qui suivent, vous avez une crise de migraine qui se déclenche. Le facteur aggravant, c'est différent, c'est plutôt sur le long terme. Sur le long terme, la fréquence des crises de migraine va augmenter à cause de ces facteurs-là. Exemple, les crises de migraine sont, et 80% des personnes le déclarent, c'est une étude américaine ici, 80% de personnes, de migraineux, déclarent que leur crise de migraine est déclenchée par un stress important. En fait, quand on les réinterroge, c'est plutôt une accumulation de stress et une fatigue.
et surtout un manque de sommeil. Un migraineux, lorsqu'il doit passer la nuit, ou bien lorsqu'il sort, il passe la nuit, ou lorsqu'il travaille pendant la nuit, eh bien, il se met dans les conditions idéales pour faire une crise de migraine. Le deuxième facteur important, c'est l'alimentation et les facteurs hormonaux. Les facteurs hormonaux, j'en ai parlé, ceux qui déclenchent la crise de migraine, en fait, c'est la chute des œstrogènes dans le sang. Alors, les femmes migraineuses qui ont des crises qui arrivent au moment des règles, ces crises-là sont déclenchées par la chute des œstrogènes dans le sang. Avant les règles, vous avez physiologiquement les œstrogènes qui diminuent dans le sang parce qu'il n'y a pas de grossesse, et donc ça active le cerveau en fait, et ça peut déclencher, et c'est très fréquent chez les femmes, une crise de migraine. Même chose à l'arrêt de la pilule. Si vous arrêtez de prendre la pilule pendant la semaine où on arrête la pilule, vous avez une chute des œstrogènes dans le sang. Si c'est une pilule qui contient des œstrogènes, eh bien vous avez la même chose. Le jeûne, très fréquent, bien connu, bien étudié chez toutes les religions qui jeûnent, que ce soit le carême, que ce soit dans d'autres religions. On sait que le ramadan, on sait que pendant cette période-là, les crises de migraine se multiplient. La météo, ça reste un peu discuté, mais on sait que dans certaines régions, les vents du sud, notamment, peuvent déclencher des crises de migraine. On ne sait pas très bien pourquoi. On a parlé de particules ioniques, on a parlé de micro-organismes qui sont notamment dans les vents du sud, qui viennent du Sahara. Et ça, on constate que dans ces régions-là, eh bien, les crises augmentent. L'alcool. Alors, dans les aliments, c'est certainement l'alcool qui est le déclencheur le plus fréquent des crises de migraine. En tout cas, celui qui est cité le plus fréquemment, avec le stress et les variations hormonales. Je vais y revenir. Et puis, il y a certains aliments. Alors, pour les aliments, c'est discuté, je vais vous montrer, c'est controversé, mais il semble qu'il y ait certains migraineux, pas tous les migraineux, qui soient sensibles à certains aliments. Je vais vous en montrer des exemples. Les facteurs aggravants, les œstrogènes, lorsqu'ils sont pris au long terme, sont aggravants. Par exemple, j'ai dit, rappelez-vous, une femme sur 3, après la ménopause, perd sa migraine, sauf si elle prend un traitement hormonal substitutif avec des œstrogènes. Là, elle a des œstrogènes et la migraine ne disparaît plus. La migraine, 8 fois sur 10, disparaît pendant la grossesse. La migraine sans aura. Par contre, la migraine avec trouble de la vue, elle apparaît souvent pendant la grossesse parce que les œstrogènes augmentent l'excitabilité cérébrale. Donc, on a des effets à long terme. L'accumulation de stress et de fatigue, je vous l'ai dit. La caféine. La caféine, c'est intéressant parce que presque tout le monde en boit, que ce soit dans des Red Bull, dans le café, dans le thé, il y a la théine, ça a le même effet. En fait, la caféine a un effet antalgique. Et vous savez peut-être que dans certains médicaments qu'on prend pour traiter la crise de migraine, il y a de la caféine. Quand on associe la caféine à un antidouleur, on augmente l'effet de l'antidouleur. Mais lorsqu'il y a une accoutumance à la caféine agit sur les récepteurs, et Mme Charlier en a parlé, des récepteurs qui sont spécifiques pour la caféine, et ces récepteurs peuvent être modifiés par une consommation excessive de caféine et créer une dépendance. Et quand, pendant un certain temps, on n'a plus ingéré de la caféine, eh bien, on a un effet de dépendance, donc un sevrage, et le patient migraineux, le matin, en se réveillant, parce qu'il n'a pas consommé de café forcément pendant la nuit, va se réveiller avec une crise de migraine. Et ça, c'est l'aggravation de la migraine et de la fréquence des crises de migraine par un caféisme trop important. C'est une des choses que tous les neurologues demandent ou devraient demander à leurs patients migraineux lorsqu'ils viennent consulter. La vie sédentaire est un phénomène aggravant aussi. Alors, les aliments, les voilà les déclencheurs qui sont mentionnés chaque fois dans des enquêtes chez les patients. Donc, les plus fréquents, vous les voyez, c'est vin rouge. 19,5% de patients signalent que le vin rouge déclenche leur crise de migraine. 34% l'alcool et plus de 20% signalent que c'est le chocolat. Alors ça, c'est une enquête. On demande aux patients une seule question, mais on ne le suit pas sur le long terme.
Donc il faut se méfier des enquêtes. Parce que comme je vais vous le montrer, ce n'est pas parce que le patient signale qu'un produit ou un aliment déclenche sa crise de migraine que cela est reproductible. Ce n'est pas nécessairement parce que vous allez lui faire manger ce qu'il a dit qu'il a déclenché sa crise que vous allez pouvoir déclencher une crise de migraine, ce qui devrait être expérimentalement faisable. Et donc, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Je vais vous en montrer des exemples. Or, je vais passer ceci parce que ce sont les mécanismes par lesquels ces substances-là peuvent agir sur le cerveau. L'aspartame a été impliqué. Il peut modifier notamment un transmetteur qui est fortement impliqué dans la pathophysiologie de la migraine, qui est la sérotonine dans le cerveau. La caféine, j'en ai parlé, l'alcool. D'autres substances qui sont dans les fromages fermentés, par exemple certains vins blancs, le gibier faisandé, qui est la tyramine, aussi sont métabolisés dans les conditions normales sans problème. Mais si vous avez un déficit enzymatique de ces enzymes, comme par exemple la phénolsulfotransférase qui se trouve dans l'intestin, eh bien vous allez mal métaboliser ces amines, et ces amines passent dans le sang, et ils peuvent influencer le fonctionnement cérébral et donc déclencher éventuellement des migraines. L'exemple du chocolat, je terminerai par là. Alors, le chocolat est fortement impliqué, vous avez vu, plus de 20% des personnes disent « ce chocolat, ça me donne mal à la tête ». Alors, si vous regardez la crise de migraine, en fait, la crise de migraine est un processus séquentiel. Je vous ai déjà parlé de l'aura, mais ça, ce n'est pas tous les patients, c'est 20 à 30% des patients de façon générale, qui commencent au début par avoir des troubles de la vue. Mais avant cela, si vous interrogez les personnes, entre 40 et 60% vont vous dire que plusieurs heures avant la crise de migraine, ou la veille même, il y a quelque chose qui se passe. Ils sentent arriver leur crise. C'est ce qu'on appelle les signes prémonitoires ou les prodromes. Alors, c'est relativement vague comme plainte, mais reproductible chez le même patient. Alors, les plaintes les symptômes les plus fréquents, ce sont des fringales pour les sucreries et le chocolat. C'est des douleurs dans le cou, dans la nuque. C'est un état de fatigue. Mais chez d'autres, c'est par exemple un changement d'humeur. Et parfois, dans le bon sens d'ailleurs, c'est la femme migraineuse qui repasse le soir les 25 chemises de son mari jusque fort tard, tellement elle est en forme, et se lève le lendemain avec une migraine. Et donc, elle va dire « je ne peux plus repasser tes chemises parce que ça me donne la migraine ». C'était déjà les premiers symptômes de la migraine. Même chose pour les fringales, pour le chocolat. Et c'est pour ça qu'on avait fait, j'avais demandé à une diététicienne qui voulait faire, faisait une licence en santé publique, Nathalie Breyer, de faire une étude un peu plus précise chez les patients migraineux en leur donnant un journalier dans lequel ils allaient noter les crises de migraine et chaque fois ce qu'ils avaient mangé, la veille et le jour même. Et les résultats sont assez surprenants. Donc il y a 59 migraineux, comme vous le voyez, il y avait 77 personnes qui n'avaient pas de migraine, la majorité des femmes, et le journalier, il y a plusieurs résultats. Je vous montre seulement celui pour certains éléments, notamment ce que les patients mentionnaient avoir consommé la veille. Alors c'est un tableau un peu compliqué, mais vous voyez que les couleurs correspondent à moins d'une fois sur 4 crises de migraine. Ils avaient bu du vin. Ça, c'est au moins 3 fois, 3 crises sur 4 en bleu ici clair, qu'ils avaient mangé du chocolat. Donc ici, il y a plus de 15 patientes qui rapportent que 3 fois sur 4, elles ont mangé du chocolat la veille de présenter une crise de migraine. C'est beaucoup moins fréquent pour le vin et pour les autres substances. Et pour quelques heures avant, c'est pratiquement pareil. Hein, vous voyez que le chocolat est nettement le plus fréquemment consommé, et c'est 3 crises sur 4 qui sont précédées par la prise de chocolat, et aussi d'édulcorants, moins que le chocolat, mais aussi. Le problème, c'est que si on interroge les patientes de ce qu'elles ont ressenti la veille, eh bien, la majorité, et c'est significatif, vont rapporter qu'elles ont eu une fringale pour les sucreries. Et donc, elles ont mangé du chocolat
ou éventuellement des produits qui contiennent des édulcorants pour ne pas prendre du poids. Elles ont pris des choses avec des édulcorants. Donc en réalité, et j'en terminerai par là, la fringale pour le chocolat est un symptôme de la migraine. Donc continuez à en manger. Il est très bon le chocolat. Contient d'ailleurs, il augmente d'ailleurs votre patrimoine en sérotonine dans le cerveau. Donc le chocolat ne déclenche pas les crises de migraine. La fringale pour le chocolat fait partie de la crise de migraine. C'en est le premier signe. Et ça peut se trouver pour d'autres substances comme vous le voyez là. Alors pour terminer, certains aliments, entre guillemets, qui sont utilisés comme additionnels nutritifs, qu'on appelle les nutricaments, peuvent traiter la migraine. Et pourquoi? Eh bien, notamment, rappelez-vous, parce que dans le cerveau des migraineux, il y a une diminution de la capacité de synthèse mitochondriale de l'ATP. Et cette capacité de synthèse, on peut la stimuler. On peut la stimuler par des substances naturelles, comme la riboflavine, la vitamine B2. On peut la stimuler par le coenzyme Q10, qui interviennent à différentes étapes de la chaîne mitochondriale de fabrication d'ATP, la chaîne d'oxydoréduction. Et ça vous montre une étude qu'on a faite déjà il y a quelques années, ça date de 98 ici, montrant que si on donne 400 mg de vitamine B2 tous les jours pendant 3 mois à des migraineux, eh bien, il y en a 56% qui ont une diminution de 50% de leur crise de migraine sur le mois. Et l'avantage, évidemment, de ces traitements nutricamenteux, entre guillemets, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas d'effet secondaire, contrairement aux autres traitements médicamenteux qui sont utilisés dans la migraine. La vitamine B2 n'est pas le seul pour lequel cet effet en a été montré. Le coenzyme Q10 aussi a un effet préventif sur les crises de migraine, à condition de le prendre tous les jours. D'autres extraits de plantes, comme la pétacite, la grande camomille et le magnésium, ont des effets moindres. Alors ça, c'est ma dernière diapositive. Et juste sur un ton un peu moins sérieux peut-être, mais ceci est une enquête de l'Office mondial de la santé. Vous voyez là, c'est une méta-analyse en fait de toutes les études qui sont réalisées au monde et qui ont étudié les relations entre alimentation et migraine. Et la conclusion de l'étude, c'est la suivante. Vous voyez que les Japonais mangent moins de graisse, plus de poissons, et ont moins de migraines que les Anglais et les Américains. La prévalence de migraine chez les Japonais est en dessous de la prévalence qu'elle est aux États-Unis et en Angleterre. Les Italiens mangent plus de graisse, mais ont aussi moins de migraines que les Anglais et les Américains. Les Japonais boivent peu de vin rouge et ont moins de migraines que les Anglais et les Japonais. Et les Français, ils boivent beaucoup de vin rouge et ont aussi une prévalence migraineuse qui est moindre que celle des Anglais et des Américains. Alors la conclusion de l'étude, c'est quoi? Quoi? Manger et boire ce que tu veux, c'est parler anglais qui donne mal à la tête. Allez, merci beaucoup. Je vois, on a encore 5 minutes peut-être. Si vous avez des questions à poser à Madame Parent ou à Monsieur Garot, vous pouvez peut-être les poser maintenant. Et je vous rappelle qu'à 1h commence le show live de Madame Rachel Franzen, qui est, c'est rare quand on fait ça, il faut bien le dire, elle le fait déjà depuis des années, c'est une dissection d'un cerveau humain. Et donc là, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir constater des visu les différentes régions anatomiques du cerveau dont on vous a parlé ce matin. Est-ce que vous avez des questions brûlantes aux orateurs tant qu'ils sont là? Non, vous avez plus faim de l'estomac que du cerveau, hein? Allez, bon appétit.
J'oubliais de vous signaler, je pense que les orateurs ne sont pas opposés à ce que vous leur envoyiez des questions, évidemment, par email. Hein, vous trouvez leur adresse email sur le site de l'ULG. Et donc, si vous avez des questions que vous voulez poser par email, n'hésitez pas à leur envoyer. Hein. Ça va ?